Regard. Voir et comprendre l'art d'aujourd'hui. Une émission d'Alain Broncard et de Jean-Marc Reichart. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en direct de la place Cathédrale à Liège pour cette émission Regard avec Damien Dupont qui est notre réalisateur aujourd'hui et Jean-Marc Reichart qui est là, toujours en forme. Hein, toujours, oui Alain. Mais comment vous faites pour être souriant comme ça tout le temps ? Eh bien, je bois de la vitamine D, voilà. Tout. Ah oui, vous appelez ça de la vitamine D, oui, c'est dès le matin. Très très bien. Alors notre invitée s'appelle Anne-Sophie Fontenelle. Bonjour. Quel joli nom. Merci. Bonjour. Elle est diplômée en peinture aux Beaux-Arts de Liège depuis juin 2022. Exactement. C'est récent. Créatrice visuelle, notre invitée peint comme elle respire. Elle s'abandonne totalement à ses créations, exprimant librement son ressenti, le plus souvent sur une toile de lin et à la peinture à l'huile. Alors Anne-Sophie Fontenelle, on va dire que c'est une artiste authentique qui arrive à rendre visible l'invisible. Bienvenue dans Regard. Merci pour l'invitation. Mais c'est moi, Anne-Sophie. Vous êtes née à Charleroi, vous vivez et travaillez à Liège. Oui, exactement. Oui. Et alors oui, Alain a donné effectivement vos diplômes, mais moi je vais être un peu plus précis en fait. En 98, vous avez gradué en arts plastiques, conservation et restauration de peinture, mention distinction à Saluc, Liège. Bravo. Oui. En 2020, peinture, mention, donc la plus grande distinction, je tiens à le dire, à l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Et en 2022, vous avez donc un Masters en arts plastiques visuels et de l'espace, peinture à finalité spécialisée, mention distinction également aux beaux-arts de Liège, donc à l'École supérieure des arts de Liège. Alors, oui, tout à fait. On l'a entendu, vous possédez plusieurs diplômes dans le champ des arts plastiques. Alors dans ce domaine, il y a deux écoles, dans le domaine de la formation des peintres, les diplômés et les autodidactes. Eugène Delacroix a été en son temps diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, à contrario par exemple d'un Francis Bacon. Alors je sais que ils sont pas contemporains et c'est pas du tout le même style, mais ils ont pour moi la même intensité, qui lui est Francis Bacon parfaitement autodidacte. Alors vous faites manifestement partie de la première catégorie, c'est-à-dire des artistes qui ont besoin d'avoir un diplôme. Est-ce que c'était un besoin pour vous d'aller apprendre des techniques et d'expérimenter au sein d'une institution ? Est-ce que vous aviez besoin d'être au cœur d'une transmission de savoir, en fait ? Oui, je pense que j'en avais besoin et surtout envie d'être confrontée à des professeurs, en fait, à un apprentissage. Aux conservation et restauration de peinture, j'ai eu un apprentissage quand même assez lié à la peinture ancienne. Oui, on va y venir. Oui, tout à fait. C'est votre particularité. Mais ce qu'il y a, c'est que au départ, je viens d'humanité générale, donc j'ai dû un peu m'orienter différemment par rapport à d'autres personnes qui ont fait des humanités artistiques. J'ai choisi une orientation entre, mes connaissances scientifiques et mon envie, artistique. Et conservation, restauration de peinture, c'est avéré un choix, entre les deux. Oui, c'est ça, c'est couper la poire en deux, en fait. C'est suffisamment chimique et artistique. Et alchimique, plutôt alchimique. Oui, c'est juste. Et ensuite, en fait, après avoir eu mon diplôme, je me suis rendu compte que je préférais quand même créer que restaurer, donc là, je me suis dites que c'était quand même mieux de faire une formation plutôt artistique, plutôt créative. Et donc, est-ce que vous avez vu, je me permets de vous couper, vraiment la dissociation entre cette idée donc de restaurer et de conserver des peintures anciennes et de vous attaquer à la toile blanche, si j'ose dire. Vraiment, je vois vraiment le parallèle entre Saint-Luc et l'Académie. Saint-Luc qui est considéré dans l'imagerie populaire comme étant plus technique et l'Académie qui est la créativité, la liberté totale. Vous avez senti cette dichotomie ? Tout à fait, ça n'a pas été évident au départ. J'imagine, d'où ma question. Mais c'était justement intéressant ce challenge, cette recherche entre mes études plutôt liées au passé et artistiques et les recherches personnelles, justement. Et c'était vraiment une confrontation, oui, tout à fait. Oui. Et alors vous avez découvert... on va dire, dans cette liberté que vous a proposée l'Académie, votre champ pictural, votre zone d'investigation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur celui-ci, sur ce champ ? C'est fort lié à l'intime et à l'autobiographie, non ? Exactement. Je pense que j'ai besoin ou envie, chaque fois c'est les deux, mais
C'est lié chez vous. C'est comme je me cherche beaucoup et je trouve que justement le fait de faire des portraits intimistes, etc., ça me permet de me questionner et de trouver des réponses aussi à ces questions en fait, qui sont en général de l'ordre de l'inconscient. Donc c'est vraiment une démarche vraiment de recherche à ce niveau-là, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que l'intime me convient bien. Oui. On décrira après la première pause musicale vos œuvres pour que les auditeurs puissent les avoir un peu aux oreilles. On va dire. Tout à fait. C'est donc Arthur H avec La Route et retour dans Regard en direct de la place Cathédrale à Liège avec notre invitée Anne-Sophie Fontenelle. Oui, Anne-Sophie, je vais un peu décrire quand même vos œuvres, en tout cas les dernières œuvres que j'ai pu voir, que ce soit à la Châtaigneraie lors d'une exposition collective, on y reviendra, mais aussi votre exposition personnelle, la dernière, la Galerie Rature. Oui, la Galerie Rature, au-dessus du Cultura. Inner Space, oui, c'était par Inner Space. Oui, c'est exactement. C'était donc dans ce cadre-là. Et vous avez donc réalisé des espèces de vues subjectives de vos... on va dire de votre anatomie lorsque vous êtes dans votre salle de bain. Si je peux résumer à ça. Et alors... une technique, je voudrais, avant qu'on parle vraiment de l'intention et du sujet, je voudrais qu'on parle de votre technique. Votre technique actuelle, qui est selon moi une technique hors du temps, qui est donc de l'huile sur lin. Vous préciserez mon propos par la suite. J'ai entendu sur vous, dans le milieu artistique, on va dire liégeois, des commentaires flatteurs que je partage. On parle de Pierre Bonnard au féminin, avec une petite... C'est vrai, il y a quelque chose d'un peu flou, d'un peu d'un peu diffus, c'est un compliment. Oui, absolument, d'un peu nébuleux, avec parfois vraiment une technique, je dirais anatomique aussi de celle qu'on pourrait assimiler à un Fragonard. Donc voilà, il y a quand même des noms qui sortent, qui sont assez chargés, des commentaires, des éloges localisés vers votre technique, aussi bien au niveau de la qualité de votre représentation que de la technique que vous utilisez. Alors donc c'est donc de l'huile sur de la toile de lin, c'est ça. Comment est-ce que vous arrivez à avoir cet effet flou et cet effet brouillard? C'est un secret, je ne vais rien dire. Vous avez une recette, j'imagine. Oui, en fait, je peins donc à l'huile et j'utilise un diluant qui me permet de créer ces flous et donc c'est flou. Enfin, c'est vrai que cette série actuelle est beaucoup plus fluide. Mais voilà, c'était une recherche en fait. C'était une volonté de ma part. Oui, bien sûr. Que soit comme cela. C'est donc, indéniable. Pour cette série, je voulais qu'il y ait un fondu en tout cas, pour justement qu'il y ait plus de sensations, d'émotions plutôt, en regardant la peinture. Je trouvais que c'était intéressant, justement, c'est rendu plus fluide entre les couleurs, entre les différentes couches, etc. Et alors cette utilisation donc de l'huile sur de la toile de lin, est-ce que ce n'est pas aussi une réminiscence de votre parcours de restauratrice d'œuvres d'art? Est-ce qu'il n'y a pas une réutilisation d'une certaine manière de cette technique ancestrale qu'est l'huile, qui est très peu utilisée de façon aujourd'hui actuellement en fait. C'est la technique que je préfère. Pourquoi? Dites-moi. Justement parce qu'il y a une très grande fluidité, on peut retravailler dans le frais, donc c'est vraiment plus vivant, je veux dire, que d'autres techniques. Je trouve que il y a quelque chose de plus organique en fait avec l'huile de lin qu'avec d'autres techniques, et donc c'est pour ça que je préfère cette technique-là qui est plus proche, je vais dire, de moi-même. Oui. Et en effet, la toile de lin, ça, quand j'étais en restauration de peinture, je devais justement préparer moi-même mes toiles, etc. Donc j'ai toujours gardé en fait cette envie de préparer mon support aussi, parce qu'en fait la peinture commence dès qu'on prépare le support. En fait, il y a déjà quelque chose, on insuffle déjà quelque chose de personnel dedans. C'est un rituel pour vous, la préparation du châssis, le support, tendre la toile? Oui, un côté, oui, tout à fait. C'est une étape. Oui, c'est une étape, oui. Je ne sais pas si c'est vraiment un rituel, mais je dirais que c'est une première approche, une première étape.
Oui, et j'aime bien étaler en fait toutes mes toiles déjà préparées, alors voir après laquelle je vais choisir pour peindre aussi. Donc les toiles blanches, les unes à côté des autres, et c'est des formats différents, j'ai vu comme. C'est les petits formats, hein, la plupart du temps. En général, oui. Oui. Actuellement, oui, c'est plutôt des plus petits formats, moyens. Ouais. J'enduis aussi des toiles, enfin je colle aussi des toiles sur panneau, donc bien sûr. C'est sur châssis ou sur panneau, en fait, voilà. Mais en général, c'est toujours sur toile, quoi, oui. Oui, donc une technique quand même assez traditionnelle, assez ancestrale, et avec, je dirais, on le voit aussi, hein, vous dessinez vos pieds en vue subjective, l'anatomie des pieds est parfaite. Vous voyez, quand vous faites votre visage vraiment en très très gros plan, on vous reconnaît, et on voit bien qu'il y a une maîtrise des proportions, des camailleux, de la couleur. Il y a du métier. Hein. Il y a une vraie technique, même je dirais, au sens de la représentation, pas uniquement au sens de l'outil utilisé ou c'est à Saint-Luc ou à l'Académie que vous avez appris à dessiner comme ça, à peindre de façon, je dirais, entre guillemets, réaliste, parce que c'est pas du tout réaliste, hein, ce que vous proposez. Hein. Oui, Enfin, juste, vous peignez juste, voilà ce que je dis, ce que je voulais dire. Je crois que c'est un ensemble, en fait. Je ne veux pas dire que ce soit dans une école ou dans une autre que j'ai appris le plus par rapport à cela, parce que c'est assez... c'est tout un apprentissage, je vais dire, de tout mon parcours. Oui. Mais vous travaillez d'après photo alors, hein? Tout à fait, je travaille d'après photo que j'imprime et alors je les recadre, je les plie pour avoir un cadrage, donc comme ça, donc c'est vraiment... Et j'aime bien justement d'avoir cette photo-là à côté de moi imprimée, donc que ce ne soit pas sur un support virtuel. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Il vous faut la photo physique, tout à fait. l'image. Et après, je m'en détache. Par exemple, à partir d'une photo, je peux faire plusieurs peintures qui sont différentes en fait, même des portraits, des autoportraits qui ont un autre message en fait, des messages différents, alors que la photo, je pars au départ de la même photo. On verra après la pause musicale vos intentions aussi, parce qu'il y a une recherche de l'intime, il y a peindre l'ineffable, l'invisible, Alain le disait, on va revenir là-dessus. Okay. Mieux voir et comprendre les œuvres d'Anne-Sophie Fontenelle, c'est l'objectif de cette émission Regard. Vous écoutez partout en Belgique sur une RCF. Voici, c'est le Jardin d'hiver interprété par Benjamin Biolay. Oui, belle version. Oui, belle version. Très belle version. Oui, retour place Cathédrale. Oui, Anne-Sophie Fontenelle, parlons un peu de vos intentions. Alors, moi, je vais un peu décrire ma découverte avec vos toiles, avec votre peinture. J'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait à tout prix qu'on aille à la Galerie Rature pour aller voir des peintures très intimes et très, très fortes en même temps. Bon, donc disons que voilà, j'y suis arrivé dans cette galerie avec beaucoup d'attentes, et au premier tour, donc c'était vraiment, comme je l'ai dit, des petites toiles, donc faites avec donc cette fameuse huile diluée. Et au premier tour, je n'ai quasi rien vu en fait. Donc je me suis dit, mais c'est de l'abstrait, c'est de... Ah bon ? Oui, je vous assure, Alain. C'est-à-dire que vraiment, j'ai fait un premier tour, je me suis dit... Enfin, c'est très étrange parce que j'avais l'impression d'avoir une espèce d'abstraction lyrique un peu vaporeuse comme ça, un peu terne. Et je me suis dit, mais c'est assez... Enfin, j'étais estomaqué, mais dans le sens, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous êtes bizarre, parfois. Non, mais j'étais avec un ami que vous connaissez très bien, Stéphane Gerhardt, qui a été invité aussi, qui a fait très exactement la même remarque. On était assez sidérés. Et au deuxième tour, là, en fait, on voit. Et on voit, et quand on voit, vous voyez, c'est un peu ces images en 3 dimensions, vous voyez, cryptées comme ça, où il faut faire un effort, et d'un seul coup, l'image apparaît, on ne voit que ça. Et quand on voit, quand le déclic s'opère, là on voit, en fait, on vous voit dans votre salle de bain avec la buée, vous voyez. Et donc, c'est cet effet de buée qui était finalement extrêmement bien rendu et qui a rendu, du coup, la vision de ce que vous vouliez montrer totalement hermétique. Et quand on fait abstraction, et plus abstraction, c'est-à-dire quand on passe derrière le nuage de buée, là on voit votre visage, on voit vos cuisses, on voit vos pieds, on voit tout ce que vous vouliez montrer, c'est-à-dire vous en vision subjective dans votre baignoire. Et j'ai trouvé ça
remarquable. Voilà. Donc vous parliez, Alain disait au début, et je sais qu'il l'a tiré de votre biographie que vous-même avez rédigée, sur... en tout cas vos intentions sur votre site, vous disiez que vous vouliez peindre l'ineffable, l'invisible. Eh bien, je trouve que vous y êtes vraiment parvenu, en tout cas pour cette dernière série. Comment est-ce que vous arrivez à obtenir cette idée justement de switch, de seconde lecture? Moi, ça m'a vraiment bluffé. Eh ben, en fait, ce qu'il y a justement, vous en avez parlé avec le côté vaporeux, etc., donc l'espèce de buée qu'on pourrait avoir justement dans la salle de bain. Donc le titre de mon exposition, c'est le corps comme paysage. Ça, oui, le corps comme paysage. Et justement, je ne l'ai pas encore mentionné, j'allais y revenir. Voilà. Quand je peignais, je m'inspirais en fait de paysages d'impression de paysages, d'impressions liées aussi aux éléments en fait. Donc l'eau, l'air, le feu. J'avais envie qu'il y ait justement cette sensation, cette impression d'éléments en fait, qui soient représentés de manière intuitive comme ça dans mes peintures. Et les zooms aussi, les cadrages que je fais. C'est très serré et très zoomé, c'est des gros plans, voire des très gros plans. Permettait justement cet entre-deux, donc cet entre-deux entre le portrait et le paysage. Oui. Il y avait, et c'est ce que je recherchais. Donc certaines personnes me disaient, là j'ai l'impression que c'est une falaise, que c'est un lac. Je dis non, c'est mes cuisses, c'est de l'eau. Oui, exactement. Et voilà, oui, donc c'était assez étonnant les retours. Et je me disais, tiens, voilà, c'est que ça a marché à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui. Et alors, moi, j'aimerais bien aussi vous poser la question. En fait, c'est la question qui m'intéresse le plus de vous poser, c'est cette vue subjective. C'est très difficile de dessiner. Quand je parle de vue subjective, c'est-à-dire qu'on a votre point de vue, en fait. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, on est dans votre vue, on prend la place de votre regard et on est les spectateurs de vos pieds, de vos cuisses, de vous qui vous regardez dans le miroir vraisemblablement. Pourquoi cette vision subjective? Vous voulez mettre le regardeur à votre place en fait. Pourquoi? Est-ce que c'est une volonté consciente déjà? C'est une volonté semi-consciente, je vais dire, puisque au départ, effectivement, j'ai d'abord fait des photos de mon corps et je me suis dit, tiens, ces fragments de mon corps pourraient faire des paysages. Mais je ne me suis pas dit, dès le départ... ce sera une vision subjective. Ce serait une vision... Enfin, c'est après. C'est après que je me suis dit, voilà, justement, le fait que ce soit un paysage, ça peut me permettre ce détachement. Et cette recherche plus approfondie, plus mystérieuse, d'aller plus vers quelque chose d'inconscient. Mais oui, mais en fait c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous n'en êtes pas vraiment rendu compte, que c'était des vues subjectives, que on a été comme dans un jeu vidéo, vous voyez les FPS, donc on est vraiment à la place de l'avatar. En fait, quand on voit cette exposition, moi j'ai l'impression d'être à l'intérieur de votre tête en fait, mais plus que ça, c'est-à-dire d'avoir votre regard, vous substituez votre regard au regard du spectateur. Et donc c'est là aussi que l'intimité entre en jeu, c'est-à-dire que là vous nous faites de l'intimisme, mais de l'ultra-intimisme, oui, c'est ça, parce qu'on est avec vous, en vous, et on vous regarde dans un lieu qui est ultra intime, qui est la salle de bain. Donc en fait, et en même temps, tout ça n'est pas voyeuriste, parce que justement, c'est caché, c'est flouté par cette espèce de technique vaporeuse, et je reviens à cette idée nébuleuse de vapeur d'eau, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez subtil, d'assez fin et d'assez intéressant. En tout cas, j'avais jamais vu ça. Oui. Magnifique, c'est une belle critique de Jean-Marc Richard. Voilà. C'est bien parce que dans cette émission Regard, on distribue des clés en fait pour bien voir et comprendre. Bien voir et comprendre l'art d'aujourd'hui et les clés. Vous avez un fameux trousseau, Jean-Marc, c'est très bien. Allez, voilà, c'était Gérald Gentil avec Planeur, très très belle chanson française comme je les aime. On retourne donc place Cathédrale, une RCF, Belgique. Vous nous écoutez partout en Belgique, c'est extraordinaire. On a des retours, Jean-Marc. C'est vrai vous m'apprenez, c'est magnifique. Oui, si. Je suis très content, très heureux. On nous écoute vraiment partout. Notre invitée, Anne-Sophie Fontenelle. Oui, Anne-Sophie, j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur cette idée du flou dans la figuration contemporaine. Alors, on le dit assez souvent sur cette antenne, il me semble qu'il y a un regain dans l'art contemporain
pour de la figuration, pour la figuration, pour le dessin. Oui. Vous partagez cet avis. Oui. Et donc voilà, on voit de plus en plus de dessinateurs et de peintres figuratifs qui reviennent à une volonté de montrer les choses. C'est à contre-pied, ou en tout cas un retour de manivelle face à cette espèce d'essor qu'a eu pendant les années 60 et 70 l'abstraction. Et donc, ce qui moi aussi me marque, tout comme dans votre peinture, on en parlait un peu en off, c'est cette idée de vouloir représenter les choses, mais de les flouter, de les brouiller. Je voyais encore, je visitais récemment une exposition au Cercle des Beaux-Arts, la Galerie des Beaux-Arts, anciennement Cercle des Beaux-Arts, et des jeunes étudiants de l'académie qui exposaient avec des invités flamands. Et donc, il y avait du figuratif, ce qui me réjouissait, mais il y avait déjà un figuratif un peu codé, vous voyez, un figuratif donc au fusain, ou à la mine graphite, très sfumato, vous voyez, comme on dit, effacé, estompé, où justement on essaie de montrer la chose sans vraiment la montrer, quelque chose de l'ordre du brouillard, vous voyez, de la non-définition, en fait. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi pourquoi ces artistes, en fait, travaillent ainsi? Parce que vous êtes un peu là-dedans, vous êtes un peu dans cette... Alors moi je ne sais pas pour les autres. Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est quand même, je pense, chacun a, sa propre définition, c'est peut-être son propre désir en fait. Bien sûr. Personnellement, je dirais que ces recherches par exemple de cadrage et de floutage, ça peut aussi permettre de s'éloigner d'une figuration trop précise. Oui. Et je crois que ça pourrait permettre aussi de créer peut-être un pont entre l'abstraction et la figuration. D'avoir peut-être justement quelque chose de moins facile à lire, moins facile à décrire. À décoder. Oui. En tout cas pour moi, ce serait plutôt cette volonté. Maintenant pour les autres, je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon... Oui, on sent bien cette idée chez vous de l'entre-deux, entre le visible et l'invisible, le paysage et le corps. Oui. Bon, il y a vraiment cette idée de frontière que vous avez... C'est bien cela, je ne me trompe pas, que vous avez envie de... Voilà, Enfin, cette zone de flou, justement, cette zone de transition que vous avez envie de figurer. L'entre-deux, oui. C'est vrai. Moi, j'y voyais, alors peut-être, le contexte sociétal qui rend difficile des projections dans l'avenir, ce genre de choses. C'est aussi peut-être des Quand je pistes. je pense à la peinture, je ne pense pas... C'est vraiment... C'est la peinture qui... Il n'y a pas de réflexion sociétale, métaphysique. Vous êtes dans la peinture à ce niveau-là. Je suis dans la peinture. C'est après que je vois des choses qui surgissent. Mais je crois que c'est important justement de vider son esprit et d'être dans la peinture au moment même en fait. Oui. En tout cas pour moi c'est primordial. Oui, vous faites et puis après vous vous rendez compte de ce que vous avez fait en somme. C'est après ça. Oui. Et, on disait qu'il y avait un rituel, qu'il y avait une mise en condition, enfin rituel, le terme vous l'avez peut-être un peu contesté, mais voilà, c'est pas forcément un rituel, une mise en condition, et c'est laquelle, cette mise en condition? Je laisse mûrir, j'aime bien laisser mûrir aussi, en fait, prendre le temps. Il y a des peintures que je peux retravailler ou carrément effacer et recommencer. Donc il y a cette recherche, j'aime bien rester dans mon atelier, voir ce que j'ai fait et attendre aussi, voir jusqu'à ce que je me dise cette peinture-là elle est terminée. Et voilà. Pas de précipitation. Tout à fait. Certaines peuvent aller très vite, mais d'autres il me faut plus de temps. L'huile nécessite ça aussi, un temps de séchage beaucoup plus long, le plus long de ça toutes dépend les techniques picturales. Ça dépend. On peut accélérer, je veux dire. Oui, il y a moyen de... Il y a moyen d'accélérer le temps de séchage. Voilà. Ça dépend comment on peint, quoi. Oui. Oui, donc ça peut être du spontané comme forcément un travail sur le plus long terme, voire même, comme vous le disiez, revenir plusieurs fois sur... Vous pouvez vous acharner sur une peinture comme ça, c'est arrivé déjà ? Oui, c'est déjà arrivé que je me sois acharnée et puis au final, c'est arrivé que je supprime vraiment tout ce que j'avais fait, mais c'est jamais vraiment une suppression totale, quoi. Ça peut m'aider à réaliser autre chose après, quoi. Je veux dire, c'est une étape qui me permet après
d'avancer. Oui. C'était Dominique A avec Les Vieux Amoureux. Superbe chanson aussi dans Regard. Regard, c'est aussi ça, de la chanson française. Oui, tout à fait. C'est une très belle sélection qui est due à votre... enfin, c'est vous qui l'a faite, cette sélection. J'ai toujours aimé la chanson française, évidemment. Il faut le mentionner. Voilà. Anne-Sophie Fontenelle, notre invitée. Oui, je tenais un peu à parler avec vous de votre dernière exposition, une exposition collective qui a eu lieu à la Châtaigneraie de Flémal, qui avait pour nom, elle est terminée depuis, Autoportrait au féminin. Alors c'est une très belle exposition, je vais nommer toutes les artistes qui y participaient, donc il y a bien évidemment vous, Cathy Alvarez, Babi Avellino, Priscilla Beccari, Monique Inni, Anna Calora, Sarah Minutio, Caroline Rolou, Anne-Françoise Smits, Muriel Tiange et Sophie Van Gogh qui était également invitée derrière ce micro. Alors vraiment une exposition très, je dirais, pluridisciplinaire avec des performances, avec énormément d'œuvres intéressantes et très différentes. Mais bon, sans vouloir faire mon masculiniste primaire, je sais... J'ai entendu dire qu'il y a eu des réactions d'artistes masculins qui ont trouvé étonnante cette volonté exclusive en fait dans le féminin. Alors certains, oui, c'est des remarques que j'ai pu entendre plusieurs fois. Alors on va peut-être un peu en discuter avec Anne-Sophie. Certains m'ont même avoué que si l'on inversait le titre de l'exposition, elle aurait fait scandale aujourd'hui dans l'ère post-MeToo. Voilà, c'est d'accord. Ce qu'on m'a dit. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Sophie? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que c'est exagéré selon vous, ou est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a effectivement une crispation, alors toute contemporaine, qui existe ou qui s'accentue dans la relation homme-femme post-MeToo? Parce qu'on en parle quand même un peu dans les médias dernièrement. Alors en premier, c'est une invitation de Justine Matonnet. Resituons le contexte. Voilà. Et c'était aussi dans le cadre du mois de la femme. Bien sûr. Donc mois de mars, voilà. Je pense que c'était surtout cette volonté parce que l'autoportrait au féminin, donc c'est quand même assez intime. Bien sûr. Il n'y avait pas non plus que des autoportraits, il y avait aussi des portraits. Oui, tout à fait. Et effectivement, que des femmes. C'était la volonté de prendre que des femmes pour cette exposition. Parce que, voilà, justement, c'est un des mois, je veux dire, de l'année où on parle, où les femmes peuvent... où on parle de la condition des femmes, en fait, des droits des femmes, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant, en fait, que l'on puisse avoir une exposition uniquement des femmes. Mais effectivement, c'est vrai que je trouve aussi que c'est bien aussi la mixité lors d'exposition. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ici, c'est une exposition, C'était le thème. C'était le thème. Lors du mois de la femme, il n'y avait pas une volonté spéciale de n'exposer que des femmes parce que ce n'était que des femmes. C'était juste parce que c'était le contexte. Mais au vu de ce que j'ai pu entendre, vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de crispation autour de ce genre de thématique pour le moment, justement avec cette ère post-MeToo où il y a, je dirais, vraiment de l'électricité dans l'air. Alors c'est peut-être moi qui entend, qui a une oreille sélective, si vous voulez, mais c'est vrai que si on avait fait une exposition autoportrait au masculin, est-ce que ça aurait véritablement choqué? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un mois de l'homme? Je ne sais pas, c'est une question aussi que je me pose. Oui, c'est vrai, c'est très... Voilà. Donc, c'est bizarre. C'est la question dans la réponse. La réponse est dans la question plutôt. La question. Je crois que il y avait aussi une volonté de visibilité aussi, parce que les femmes sont moins visibles aussi dans le monde de l'art que les hommes. Ça change, ça évolue maintenant, mais seulement depuis peu finalement. Oui, c'est vrai. Donc je crois que il faut pas non plus trop. C'est vrai qu'il y avait dans les grandes peintres, Vigier Lebrun, la portraitrice de Marie-Antoinette, et c'est vrai qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, c'est juste, absolument. Gentileschi aussi, oui, bien sûr. On ne peut pas l'oublier. Non, évidemment. Rencontre avec Anne-Sophie Fontenelle et une petite pause musicale avant de passer à l'agenda. C'est Pierre avec S. Écoutez bien, il chante Le Soir.
C'était Pierre avec S le soir, chanson française dans Regard. Anne-Sophie Fontenelle, notre invitée, Jean-Marc. Oui, on termine, Alain, on termine en vous demandant votre actualité. Est-ce que vous avez un site ou je sais pas, un Instagram sur lequel on pourrait aller suivre votre travail pictural, par exemple? Oui, donc j'ai un site internet, Anne-Sophie Fontenelle, et aussi une page Instagram, c'est Anne-Sophie Fontenelle aussi. Donc oui, Anne-Sophie Fontenelle, en un seul mot, tout en attaché. Tout à fait, pour l'Instagram, oui. Voilà. Et alors là, évidemment, on peut voir quasi l'intégralité de vos toiles, il me semble. Sur mon site, surtout. Oui, sur le site, bien sûr, qui est vraiment bien fait et relativement fourni. Je l'ai fait moi-même. Écoutez. J'ai été aidée par... c'est quand même quasiment moi qui l'ai fait. Vous avez quasi intégralement réalisé les sites. Oui, quasi intégralement, oui. Mais voilà, on invite nos auditeurs à aller jeter un œil, évidemment. N'hésitez pas à découvrir Anne-Sophie Fontenelle sur le net ou alors une exposition en vrai, évidemment, c'est toujours mieux. Ne manquez pas ces rendez-vous et suivez l'actualité d'Anne-Sophie Fontenelle sur Internet et puis à la radio dans notre émission. Évidemment, Alain, et puis bientôt, une nouvelle émission. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Jean-Marc. Dites-moi, non. Scope Art, ce sera un agenda que je vais proposer aux auditeurs de l'UNRC. Vous m'en aviez parlé. Voilà, parfait. Ce sera pour la rentrée. Allez, pause musicale. Enfin, c'est sur cette chanson que l'on va se dire au revoir. C'est Antoine Dely. C'est ma vie. C'est une chanson de Salvatore Adamo reprise par ce jeune artiste belge. À bientôt, Jean-Marc. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Anne-Sophie. Au revoir, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci, Damien. À bientôt.